Ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine avec 2 valises et a dit « Je n'ai pas épousé un homme qui vit dans les ordures ». Elle portait la robe bleue qu'elle gardait pour l'église et les entretiens d'embauche, celle qui signifiait qu'elle voulait être vue comme quelque chose de mieux que ce dans quoi elle se trouvait. Mon père était à la table de la cuisine, encore dans ses bottes de travail, de la graisse sous les ongles, mangeant du chili réchauffé d'une marmite que je l'avais vu cuisiner la veille. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas discuté. Il ne lui a pas demandé de rester. Il a pris une autre bouchée de chili et a dit « Conduis prudemment, Diane ». Mon frère Kyle, âgé de 16 ans, se tenait derrière elle avec son sac à dos sur une épaule et les yeux fixés au sol. Il ne m'a pas regardé non plus. Il n'a pas dit au revoir. Il l'a suivi par la porte d'entrée jusqu'à la Honda Civic de sa sœur et le long de l'allée de gravier qui s'éloignait de notre maison et de la case de 6 acres où mon père avait travaillé chaque jour de sa vie depuis l'âge de 22 ans. J'avais 14 ans. Je me suis tenu à la porte moustiquaire et j'ai regardé les feux arrière disparaître au-delà de la lisière des arbres. C'était tout. C'est la nuit où ma famille s'est brisée en deux. Pas de cris, pas de porte qui claque, pas de confrontation dramatique. Juste une femme en robe bleue quittant un homme qui triait le métal pour vivre et un garçon choisissant de la suivre parce qu'il était assez âgé pour être gêné et trop jeune pour savoir que la gêne n'est pas la même chose que le jugement. Je suis resté. Je ne sais pas exactement pourquoi. J'avais 14 ans, et les jeunes de 14 ans ne prennent pas de décision philosophique sur la loyauté. Je suis resté parce que le chili était chaud et la maison était familière et mon père se tenait derrière moi avec sa main sur mon épaule, et cela semblait être la seule chose solide dans un monde qui venait de basculer sous mes pieds. Je suis resté parce que quelque chose en moi, quelque chose que je ne pouvais pas nommer et que je ne comprendrais pas avant 19 ans, savait que l'homme qu'il laissait derrière eux n'était pas ce qu'il disait qu'il était. 19 ans plus tard, un avocat dans un bureau du centre-ville m'a regardé de l'autre côté d'une table en acajou et a dit « Monsieur Nova, votre mère et votre frère ne sont pas inclus dans cette réunion. » Votre père a été très précis à ce sujet. Il a ouvert un dossier. Ses mains tremblaient. Et tout ce que je pensais savoir sur mon père, sur la casse, sur la vie que ma mère appelait des ordures, s'est avéré valoir 33 millions de dollars. Je m'appelle Eric Nova. Je dois vous parler de mon père. Robert Nova, Bobby pour tous ceux qui le connaissaient, a grandi à Calt City, Illinois, à l'extrême sud de Chicago, dans un quartier où l'air sentait la rouille et le diesel et où le rêve américain était une carte syndicale et une pension. Son père, mon grand-père, a travaillé dans les aciéries jusqu'à leur fermeture. Sa mère faisait des ménages. Bobby a abandonné le lycée à 17 ans, a obtenu son GED à 19 ans, et à 22 ans, a utilisé chaque dollar qu'il avait économisé de 3 ans de petits boulots pour acheter un terrain de 4 acres près de la route 394 qui venait avec une clôture en grillage, un hangar en tôle ondulée, et un panneau qui disait le Novak Salvage and Auto Part. Il a ajouté 2 acres de plus en 1991 lorsque le terrain adjacent a été mis en vente pour arriérés d'impôts. Investissement total, 41 000 $ pour 6 acres de terrain plat et entouré de champs de maïs et de lignes électriques. Pendant les 30 années suivantes, mon père a géré cette casse. Il achetait des voitures accidentées aux enchères des assurances, les démontait pièce par pièce et vendait les pièces. Il achetait de la ferraille sur des chantiers de construction et à des équipes de démolition. Il prenait de vieux appareils électroménagers, du matériel agricole, des machines industrielles, tout ce qui était en métal et dont quelqu'un d'autre ne voulait plus. Il travaillait 6 jours par semaine, du lever au coucher du soleil, avec des bottes à embout d'acier et des gants de toile, un chalumeau dans une main et une clé à douille dans l'autre. Il rentrait tous les soirs en sentant l'huile de moteur et la limaille de fer. Il dînait à la même table, regardait les mêmes nouvelles du soir, et se couchait à 21h30 parce que la casse ouvrait à 7h. Ma mère appelait ça un gâchis. Elle le disait avant de partir et elle l'avait dit pendant des années avant cela. Elle voulait un mari qui portait une cravate, qui travaillait dans un bureau, qui avait un titre qu'elle pourrait mentionner au dîner de sa sœur sans voir la table se taire. Elle avait épousé Bobby Nova à 20 ans parce qu'il était beau et drôle et qu'il la faisait se sentir en sécurité. Mais la sécurité ne suffisait pas. Pas quand sa sœur a épousé un représentant pharmaceutique et a déménagé à Naperville. Pas quand ses amis du lycée ont commencé à poster des photos de vacances et des rénovations de cuisine sur Facebook. Pas quand la distance entre sa vie et la vie qu'elle voulait est devenue un canyon qu'elle ne pouvait cesser de contempler. Je ne lui en veux pas d'avoir voulu plus. Je lui en veux pour la façon dont elle est partie, pour ce qu'elle a dit, pour le fait qu'elle n'a jamais, en 19 ans,
appeler mon père pour s'excuser ou expliquer ou même demander comment il allait. Elle a demandé le divorce 6 semaines après son départ. Elle a demandé la maison. Mon père la lui a donnée sans discuter. Il a emménagé dans un petit appartement au-dessus du bureau de la casse, un espace de 2 pièces avec une plaque chauffante, un mini réfrigérateur et un matelas par terre. Il l'a laissé avoir la maison parce que c'était plus facile que de se battre, et parce que Bobby Nova était le genre d'homme qui préférait perdre une maison que de perdre une journée de travail dans un tribunal. J'ai vécu avec mon père. Le tribunal a donné la garde principale à ma mère, mais j'ai refusé d'y aller. À 14 ans en Illinois, un juge prend en considération la préférence d'un enfant, et j'ai exprimé la mienne clairement. Je voulais rester avec mon père. Ma mère a protesté. Mon père non. Le juge a accédé à ma demande. Ma mère a pris Kyle et la maison et les meubles et m'a laissé avec un homme qui vivait au-dessus d'une casse et mangeait du chili réchauffé pour le dîner. C'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. La première année a été difficile. Je ne vais pas la romantiser. L'appartement au-dessus du bureau était froid en hiver et étouffant en été. La douche était un tuyau en caoutchouc attaché à un évier de service. Je faisais mes devoirs à une table pliante pendant que mon père faisait sa comptabilité au bureau à 3 pieds de là, plissant les yeux sur les factures sous une ampoule nue. J'allais à l'école en sentant la casse, peu importe à quel point je me frottais. Et les enfants le remarquaient. Ils remarquent toujours tout. Quelqu'un a peint le gamin de la casse sur mon casier en seconde. Je l'ai nettoyé avant que mon père ne puisse le voir. Non pas parce que j'avais honte de lui, mais parce que je ne voulais pas qu'il sache que d'autres personnes en avaient honte. Il y a eu des moments où j'ai remis en question ma décision. Quand j'avais 15 ans, Kyle a posté des photos sur Facebook de la nouvelle maison de ma mère à Naperville. Il avait sa propre chambre avec une télévision et un ordinateur. Il y avait une piscine dans le jardin. La cuisine avait des comptoirs en granit et un réfrigérateur avec un distributeur de glaçons. Je dormais dans une pièce où le vent passait à travers le cadre de la fenêtre et le seul ordinateur était un ordinateur de bureau vieux de 10 ans que mon père utilisait pour le suivi des stocks. J'ai regardé ces photos pendant longtemps. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis descendu aider mon père à décharger un plateau de Hondas accidenté qui était arrivé d'une vente aux enchères d'assurance. Nous avons travaillé jusqu'au coucher du soleil. Et quand nous sommes montés, il a fait des œufs brouillés et du pain grillé et nous avons mangé en silence, et c'était suffisant. À l'école, j'étais invisible, pas vraiment harcelé. Juste ignoré. La conseillère d'orientation m'a appelé en première pour discuter de mes projets universitaires. Elle a regardé mon dossier, a vu mon adresse et a dit, « Eric, as-tu envisagé une formation professionnelle ? Il y a d'excellents programmes au collège communautaire. » Elle n'avait pas regardé mes notes. Elle avait regardé mon code postal. J'avais une moyenne de 3,8, et elle m'orientait vers une école de métier parce que mon adresse était une casse sur la route 394. J'ai dit, je vais me débrouiller. Elle. La même chose que mon père disait à propos de tout. Je vais me débrouiller. Grand-père Walt, le père de mon père, est mort quand j'avais 16 ans. Il n'a rien laissé à mon père parce qu'il n'y avait rien à laisser. Mais à l'enterrement, un vieil ouvrier sidérurgiste nommé Teddy a pris mon père à part et a dit quelque chose que j'ai entendu. Il a dit, « Bobby, ton vieux était fier de cette casse. » Il disait à tout le monde au VFW que son fils allait construire quelque chose là-bas qui les ferait tous y regarder à 2 fois. Mon père a hoché la tête et n'a rien dit, mais cette nuit-là, il est resté tard au bureau. Je pouvais voir la lumière de ma fenêtre. Il écrivait quelque chose, faisait des plans. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais 16 ans. J'étais juste content que la lumière soit allumée. Cela signifiait qu'il était toujours là. Mais il y avait autre chose cette première année, quelque chose qui a grandi lentement comme le métal s'oxyde, changeant la surface de tout ce qu'il touche. Mon père a commencé à m'apprendre le métier. Pas formellement, pas avec des cours ou des manuels. Il m'a appris comme il faisait tout, en le faisant devant moi et en me laissant regarder jusqu'à ce que je comprenne. Il m'a appris à lire une voiture, pas à la conduire, à la lire. Comment regarder un véhicule accidenté et savoir en quelques secondes ce qui était récupérable. Le moteur, la transmission, l'alternateur, le démarreur, le pot catalytique. Il m'a appris quels métaux valaient la peine d'être extraits et lesquels non, le câblage en cuivre, les radiateurs en aluminium, le platine et le palladium à l'intérieur des pots catalytiques, qu'il retirait avec une précision chirurgicale.
catalogués par poids et stockés séparément dans une pièce verrouillée à l'arrière de la caisse que je supposais contenir des pièces de rechange. Tout a de la valeur, Eric, disait-il, en brandissant un pot catalytique corrodé qui ressemblait à un déchet. Il faut juste savoir où regarder et quoi chercher. La plupart des gens voient des déchets. Moi, je vois des éléments, palladium, rhodium, platine. La voiture vaut quelques centaines de dollars pour les pièces, mais ce petit morceau ici, il vaut plus que tout le reste de la voiture combinée. Et personne ne le sait parce que personne ne regarde. Il disait des choses comme ça, des phrases simples que j'ai mémorisées à l'époque et que je ne comprendrai pleinement que des années plus tard. Il ne parlait pas seulement de pot catalytique. Il parlait de lui-même, de moi, de la vie que ma mère avait qualifiée d'ordure sans jamais prendre la peine de regarder à l'intérieur. Chaque samedi pendant 19 ans, j'ai travaillé avec mon père à la casse. Pendant le lycée, le collège communautaire, mon apprentissage d'électricien, les premières années de la création de ma propre entreprise de construction. Chaque samedi, j'arrivais à 7 heures du matin et nous travaillions jusqu'à 17 heures de l'après-midi, à retirer des pièces, à couper du métal, à trier la ferraille, à charger le plateau pour le recycleur. Nous déjeunions ensemble dans son petit bureau, assis sur des chaises pliantes avec la radio réglée sur la station des Vieux Succès, mangeant des sandwichs de la station-service du coin. Nous ne parlions pas beaucoup. Nous n'en avions pas besoin. Le travail était la conversation. La présence était l'essentiel. Ces samedis étaient l'architecture de ma vie. Ils étaient la fondation sur laquelle tout le reste a été construit. Quand j'étais stressé par un travail ou inquiet pour l'argent ou seul de la manière spécifique dont un homme qui a grandi dans une casse est seul, tout ce que j'avais à faire était de conduire jusqu'à la route 394, de franchir ses portes, de prendre une clé et de commencer à retirer des pièces. Le rythme du travail m'apaisait. Le son du métal sur le métal, l'odeur de l'huile et de la rouille, le poids d'une transmission dans mes bras. C'était de la méditation. C'était une thérapie. C'était l'église. Certains de mes meilleurs souvenirs sont les plus simples. Un mardi de février 2012, quand une tempête de neige a coupé le courant et que nous avons travaillé dans la casse avec des lampes de poche et un générateur, riant de l'absurdité de la situation, notre souffle se cristallisant dans l'air. Un samedi de juin 2015, quand un client est arrivé avec une Camaro SS de 1969 qui avait été emboutie par l'arrière. Et mon père s'est tenu là, la regardant comme certains hommes regardent les couchers de soleil et a dit, c'est dommage. C'était une belle voiture. Il a passé 3 heures cet après-midi-là à retirer soigneusement la partie avant intacte, le tableau de bord, les sièges et le moteur, préservant tout avec une tendresse que je ne lui avais jamais vu montrer envers quoi que ce soit d'autre que moi. Il a vendu ses pièces au cours de l'année suivante à des collectionneurs pour plus que la valeur de la voiture entière. Un samedi d'octobre 2020, 2 semaines après son premier diagnostic de cancer. Il était fatigué, se déplaçait plus lentement, mais il était là. Nous avons travaillé côte à côte, à déshabiller une flotte de camionnettes de livraison à la retraite. Et pendant le déjeuner, il m'a regardé et m'a dit, juste comme ça, « Eric, merci d'être resté. » C'était la seule fois en 19 ans qu'il l'a dit directement. J'ai dit, où d'autre serais-je? Il a hoché la tête. C'était toute la conversation. 6 mots de lui. 5 de moi. C'était suffisant. Mon père n'était pas un grand parleur. Il était un observateur. Il remarquait tout. Quelles casses faisaient faillite et vendaient leur inventaire à bas prix? Quelles entreprises de démolition prenaient des raccourcis pour l'élimination de la ferraille? Quels métaux avaient une tendance à la hausse des prix et lesquels baissaient? Il lisait les publications spécialisées comme d'autres hommes lisent les pages sportives. Il pouvait citer les prix au comptant du cuivre, de l'aluminium et de l'acier comme un courtier en bourse cite le Dow Jones. Il connaissait le marché du recyclage comme il connaissait chaque clé de sa boîte à outils, intimement, précisément, après des décennies d'utilisation quotidienne. Il lisait aussi, je l'apprendrai plus tard, quelque chose de complètement différent, les annonces immobilières, les registres fiscaux du comté, les procès-verbaux du conseil de zonage, les plans de développement des infrastructures. Il les lisait la nuit après que je sois rentré chez moi dans son appartement au-dessus du bureau sous cette ampoule nue avec la même concentration silencieuse qu'il apportait à tout. Je ne savais rien de tout cela. Ni la salle de stockage de métaux, ni l'immobilier, ni les plans qu'il faisait. Je connaissais mon père comme un homme qui possédait une casse, y travaillait honnêtement, vivait simplement et ne se plaignait jamais de la femme qu'il avait quittée ou du fils qu'il avait suivi.
Kyle et moi ne nous sommes pas parlé pendant les 5 premières années après la séparation. Il était à Naperville avec ma mère, allant dans un bon lycée, jouant au football, sortant avec des filles qui ne savaient pas que son père triait la ferraille pour vivre. Ma mère s'est remariée en 2008. Un homme nommé Gérald qui vendait des dispositifs médicaux, conduisait une Lexus et n'avait jamais eu de graisse sous les ongles. Kyle a pris le nom de famille de Gérald pendant un certain temps, puis l'a repris après que le mariage se soit effondré 3 ans plus tard. Il est allé à une université d'État, a étudié l'administration des affaires et a obtenu un emploi dans une entreprise de logistique où il gagnait un salaire décent et décrivait son éducation comme étant compliquée quand on lui posait la question. Il m'a appelé une fois en 2012, quand il avait 24 ans et moi 22. Il a dit qu'il voulait renouer le contact. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant à mi-chemin entre son appartement et la casse. C'était gênant. Il a demandé des nouvelles de papa. J'ai dit que papa allait bien. Il a demandé des nouvelles de l'entreprise. J'ai dit que l'entreprise allait bien. Il a demandé si papa parlait de lui. J'ai dit non parce que c'était la vérité. Mon père ne mentionnait jamais Kyle. Pas par colère, mais par quelque chose de plus silencieux. Une porte qui avait été fermée si doucement que vous ne pouviez même pas dire qu'elle était fermée jusqu'à ce que vous essayiez de la franchir. Kyle n'a pas visité la casse. Il n'a pas appelé papa. Il n'a pas envoyé de carte d'anniversaire, de SMS de Noël ou de courriel. La reconnexion a duré le temps d'un déjeuner au restaurant, puis s'est dissoute dans le silence. Ma mère était pire. En 19 ans, elle a contacté mon père 3 fois. La première fois en 2009, lorsque l'entreprise de dispositifs médicaux de Gérald a connu des difficultés et qu'elle avait besoin d'argent. Elle a appelé la ligne fixe de la casse et a demandé $8 000 à Bobby. Il lui a viré l'argent le lendemain. Elle n'a pas dit merci. La deuxième fois en 2014, lorsque Kyle avait besoin d'aide pour une caution sur un appartement. Elle a rappelé. Mon père a envoyé $3 000. Aucun accusé de réception. La troisième fois en 2019, lorsqu'elle a eu besoin d'une chirurgie dentaire que son assurance ne couvrait pas. Mon père a payé la facture de $11 000 sans hésitation. 3 contacts en 19 ans, tous pour des retraits. Pas une seule fois elle n'a demandé comment il allait. Pas une seule fois elle n'est venue le voir. Pas une seule fois elle n'a dit qu'elle était désolée. Je le sais parce que mon père gardait des archives, chaque contact, chaque dollar envoyé, chaque appel téléphonique consigné avec la date, l'heure, la durée et le montant demandé. Il les classait dans un dossier dans le tiroir de son bureau comme il classait les factures de vente de pièces, méthodiquement, sans émotion, juste des données. Un homme qui avait passé sa vie à trier les matériaux de valeur des matériaux sans valeur, faisant la même chose avec les gens qu'il avait abandonnés. En 2020, mon père a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate. Stade 2, traitable, m'a-t-il dit un samedi après-midi à la casse, assis dans son bureau avec la radio allumée, aussi nonchalamment que s'il me parlait d'un nouveau lot de voitures arrivant d'une vente aux enchères. J'ai un cancer, Eric. Le docteur dit qu'on l'a attrapé tôt. Ça va aller. Ça n'allait pas. Le traitement a été brutal. Radiothérapie, hormonothérapie, le cycle épuisant des rendez-vous et des effets secondaires, et l'érosion lente d'un corps qui avait travaillé dur chaque jour pendant 45 ans. Mais il a continué à aller à la casse. Chaque jour, il travaillait moins d'heures, prenait plus de pauses, s'asseyait dans sa chaise plus qu'il ne se tenait à l'établi. Mais il était là tous les jours. J'ai réemménagé dans l'appartement au-dessus du bureau pendant son traitement. Je gérais la casse le matin pendant qu'il se reposait. Je le conduisais à ses rendez-vous. Je lui préparais le dîner sur la plaque chauffante, un vrai dîner, pas des sandwichs de station-service, car quelque part au cours des 19 années précédentes, j'avais appris à cuisiner. Et quelque part dans le processus de voir mon père affronter le cancer seul, j'avais appris que nourrir quelqu'un est la forme d'amour la plus fondamentale qui soit. Il est entré en rémission en 2021. Pendant un an, les choses ont semblé presque normales. Nous avons célébré tranquillement comme nous faisions tout, avec un samedi à la casse, des steaks sur un grill portable derrière le bureau, 2 bouteilles de bière, la radio allumée et le soleil se couchant derrière le plateau. Il m'a regardé ce soir-là avec une expression que j'avais rarement vue sur son visage. Pas le bonheur, exactement, mais la satisfaction. La satisfaction d'un homme qui avait construit quelque chose de ses mains et avait survécu assez longtemps pour le voir debout. Le cancer est revenu en 2023.
cette fois, métastatique de stade 4. L'oncologue était une jeune femme qui parlait avec précaution, comme le font les gens lorsqu'ils annoncent une nouvelle qui va réorganiser la vie de quelqu'un. Elle a utilisé des mots comme palliatif, qualité de vie et le rendre confortable. Mon père a tout écouté, a hoché la tête et a dit, combien de temps? Le médecin a dit, peut-être 1 an avec traitement, peut-être moins 100. Mon père a dit, j'ai du travail à finir. Il a travaillé encore 11 mois, tous les jours. Même quand il pouvait à peine se tenir debout, même quand les analgésiques faisaient trembler ses mains et brouillaient sa vision, même quand je le suppliais de se reposer, de prendre un jour de congé. De s'asseoir dans l'appartement et de regarder la télévision comme une personne normale face à ce qu'il affrontait, il secouait la tête et disait, la casse ne se gère pas toute seule, Eric. Mais de plus en plus, le travail qu'il faisait n'était pas le travail de la casse. Il était à son bureau, passant en revue des dossiers, passant des appels que je ne comprenais pas à des gens que je ne connaissais pas, travaillant sur quelque chose qui n'avait rien à voir avec les opérations quotidiennes de l'entreprise. Des documents juridiques, des états financiers, des levées de terrain, des appels à Arthur Brennan qui duraient 1 heure ou plus derrière une porte fermée. Quand je lui demandais ce qu'il faisait, il disait de la paperasse, les trucs ennuyeux. Il souriait en le disant. La seule fois où il a souri ces derniers mois, c'est quand il travaillait sur ce qu'il y avait dans ses dossiers. Je réalise maintenant qu'il terminait l'architecture, mettait les dernières pièces en place, s'assurant que chaque fiducie était financée, chaque document signé, chaque acre comptabilisé. Il construisait son héritage de la même manière qu'il construisait tout le reste, soigneusement, complètement, sans rien laisser au hasard et sans gaspiller de matériel. Ma mère et Kyle sont apparus en janvier 2024. 19 ans de silence, et ils se sont présentés à l'hôpital où mon père passait ce que nous savions tous les deux être ces dernières semaines. J'étais dans le couloir en train de prendre un café quand je les ai vus. Ma mère était plus âgée, plus mince, avec la posture soignée d'une femme qui avait passé 2 décennies à prétendre que son premier mariage n'avait jamais eu lieu. Kyle avait 36 ans, plus grand que dans mon souvenir, portant un blazer et l'expression inconfortable d'un homme qui sait qu'il est quelque part où il n'a pas sa place. Ma mère a dit, « Eric, nous avons entendu parler de ton père. » J'ai dit, « Tu as entendu parler de lui il y a 19 ans, maman. Tu ne t'en es juste pas soucié jusqu'à maintenant. Ce n'est pas juste. C'est pour ça que tu es là. » Pour être juste, Kyle s'est avancé. Je suis toujours son fils, Eric. Tu n'as pas été son fils depuis que tu es sorti de cette maison avec un sac à dos sur l'épaule sans te retourner. Tu ne peux pas être son fils maintenant parce qu'il est en train de mourir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ils sont allés dans sa chambre quand même. Je ne les ai pas arrêtés. Mon père était réveillé. Il a regardé ma mère, puis Kyle, puis moi. La pièce était silencieuse, à l'exception des moniteurs et du bruit de Kyle se balançant d'un pied sur l'autre. Mon père m'a regardé et a dit, clair et constant, malgré la morphine. Ceux qui restent sont ceux qui héritent. Souviens-toi de ça. Il a fermé les yeux. Ma mère s'est mise à pleurer. Kyle est resté là, les mains dans les poches, fixant le sol. Ils sont partis 20 minutes plus tard. Mon père n'a pas rouvert les yeux pendant leur présence. Il est mort le 6 février 2024. Un mardi matin. Je lui tenais la main. La pièce était silencieuse, à l'exception des moniteurs et du son de ma propre respiration. Il n'avait pas parlé depuis 2 jours. Mais dans la dernière heure, sa prise s'est resserrée une fois, à peine, une pression si faible qu'une infirmière l'aurait manqué. Je ne l'ai pas manqué. J'avais passé 19 ans à apprendre à remarquer les choses que les autres ignorent. Les moniteurs sont devenus plats. L'infirmière est entrée, a vérifié son pouls et a noté l'heure, 6h47. La casse ouvrait à 7h. Il a failli y arriver. Je suis resté avec lui pendant 20 minutes après le départ de l'infirmière. Je lui ai tenu la main et je lui ai dit des choses que je n'avais jamais dites à voix haute. Qu'il était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Que la casse n'était pas des ordures. Que la vie qu'il avait construite n'était pas un gâchis. Que chaque samedi, chaque sandwich, chaque déjeuner silencieux avec la radio allumée était une brique dans la fondation de ce que j'étais devenu. Je lui ai dit que je m'occuperais de la casse. Je lui ai dit que je m'occuperais de tout. Je ne sais pas s'il m'a entendu. Je choisis de croire que oui. Les funérailles ont été modestes. Je les ai organisées. Je les ai payées.
Les gars qui travaillaient à temps partiel à la casse sont venus, quelques clients réguliers, le propriétaire du restaurant où nous achetions des sandwichs. Une femme du bureau du greffier du comté qui connaissait mon père depuis des années, mais dont je ne comprendrai l'importance que plus tard. Ma mère et Kyle sont venus. Ils se sont assis au fond. Ils ne m'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé du tout. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un homme nommé Arthur Brennan. Il s'est présenté comme l'avocat de mon père et m'a demandé de venir à son bureau au centre-ville de Chicago pour la lecture du testament. J'ai dit, je ne savais pas que mon père avait un avocat. Il a dit, votre père avait beaucoup de choses que vous ne saviez pas, monsieur Nova. C'est un peu le but. J'ai posé des questions sur ma mère et Kyle. Arthur a dit, les instructions de votre père sont explicites. Cette réunion est pour vous seul. Votre mère et votre frère ne sont pas inclus dans la procédure. J'ai conduit jusqu'au centre-ville un jeudi matin. Le bureau d'Arthur Brennan se trouvait au 31e étage d'un immeuble sur la Salle Street. Bois sombre, fenêtre du sol au plafond, le genre de bureau qui facture $400 de l'heure et qui gagne chaque centime. Arthur avait environ 60 ans, les cheveux argentés, précis dans ses mouvements, avec le discours mesuré d'un homme qui avait passé des décennies à choisir ses mots comme un chirurgien choisit ses instruments. Il m'a serré la main et a dit, « Votre père était le client le plus remarquable que j'ai jamais représenté. Veuillez vous asseoir. » Il a ouvert un dossier. J'ai remarqué ses mains. Elles tremblaient. Pas à cause de l'âge, ni de la caféine, mais à cause d'autre chose. Le poids de ce qu'il s'apprêtait à dire, ou peut-être l'incrédulité qui le frappait encore après toutes ces années, qu'un homme qui triait la ferraille en bottes à embout d'acier avait discrètement amassé une fortune que la plupart de ses voisins de la Salle Street envieraient. Arthur m'a versé un verre d'eau. Je n'en avais pas demandé. Il l'a versé parce qu'il savait que j'en aurais besoin. La première chose que vous devez savoir, a-t-il dit, concerne la pièce verrouillée. La pièce verrouillée à l'arrière de la casse. Celle avec la porte en acier renforcé et le cadenas à combinaison que mon père changeait tous les 6 mois. Celle devant laquelle j'étais passé un millier de samedis sans jamais demander ce qu'il y avait à l'intérieur. J'avais supposé qu'elle contenait des pièces de rechange, un surplus d'inventaire, peut-être du matériel trop précieux pour être laissé à l'air libre. Mon père ne m'avait jamais proposé de me la montrer, et je n'avais jamais demandé parce que la règle tacite de notre relation était que je lui faisais entièrement confiance, et qu'il me dirait ce que j'avais besoin de savoir quand j'en aurais besoin. Arthur a exposé l'histoire, la vraie histoire. Celle à côté de laquelle j'avais vécu pendant 19 ans sans la voir. La pièce verrouillée à l'arrière de la casse. Celle que je pensais contenir des pièces de rechange. Elle ne contenait pas de pièces de rechange. Elle contenait du métal, pas de la ferraille, du métal précieux. Pendant 30 ans, mon père avait systématiquement extrait et raffiné des métaux de grande valeur des véhicules et des machines qui passaient par sa casse. Les pots catalytiques produisaient du platine, du palladium et du rhodium, des métaux dont la valeur avait grimpé en flèche au cours des 2 dernières décennies. Le câblage en cuivre retiré à la main de chaque véhicule était nettoyé, classé et stocké. Les circuits imprimés des voitures plus récentes étaient dépouillés de leur or, de leur argent et de leur palladium. Les machines industrielles qui arrivaient pour la mise à la ferraille contenaient des composants en tungstène, cobalt, titane et autres métaux spéciaux que mon père identifiait, retirait, cataloguait et stockait avec la même précision qu'il apportait à tous les autres aspects de son travail. Il ne les vendait pas tout de suite. Il les stockait année après année, tonne après tonne, dans une pièce climatisée derrière une porte en acier renforcé devant laquelle j'étais passé 1000 fois sans jamais demander ce qu'il y avait à l'intérieur. Il attendait que les prix atteignent leur maximum, vendait par lot stratégique par l'intermédiaire d'un négociant en métaux précieux agréé en Indiana, et réinvestissait les produits. Arthur Brennan gérait la partie financière. Le négociant en métaux précieux, un homme nommé Frank Corgan, qui achetait à mon père depuis 1998, a confirmé la longue relation et le volume stupéfiant, la valeur actuelle des métaux stockés et les produits d'investissement accumulés, 9,2 millions de dollars. J'ai regardé fixement Arthur. Il n'avait pas fini. Les métaux n'étaient qu'une partie de l'histoire, a-t-il dit. L'actif le plus important est le terrain. Il s'est levé et s'est dirigé vers une carte accrochée au mur derrière son bureau. Je ne l'avais pas remarqué auparavant. C'était une carte d'arpentage du comté du corridor de la route 394 plastifiée avec des marques dessinées à la main à l'encre rouge et bleue. 7 parcelles entourées en rouge autour d'un bloc central de 6 acres entourés en bleu.
Le bloc bleu était la casse. Les parcelles rouges étaient les terrains que mon père achetait discrètement depuis plus de 2 décennies. À partir de 1993, un an avant le départ de ma mère, mon père avait commencé à acheter les parcelles de terrain entourant la casse. C'étaient des terres agricoles bon marché, principalement des terrains vagues que personne ne voulait parce qu'ils étaient trop proches d'une casse et trop loin de tout le reste. Il les achetait lors de ventes pour arriérés d'impôts, lors de ventes aux enchères de succession, à des agriculteurs qui prenaient leur retraite et ne trouvaient pas d'acheteurs. Cette parcelle sur 15 ans, totalisant 112 acres. Il a payé entre 4 000 et 18 000 $ par parcelle. Investissement total en terrain, environ 67 000 $. Il a continué à acheter même pendant la récession. Arthur, a-t-il dit en 2008 à 2009, lorsque les prix des terrains dans ce corridor ont atteint leur plus bas niveau. Votre père a acheté 3 parcelles en 18 mois. Il m'a dit, Arthur, quand personne ne veut quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il faut l'acheter, parce que quelqu'un le voudra un jour. Il faut juste être assez patient pour attendre. C'était l'homme le plus patient que j'ai jamais connu. Personne n'a remarqué. Personne ne s'en souciait. C'était un terrain plat et vide à côté d'une casse sur la route 394. Ma mère était passée devant ces champs 1000 fois sans jamais se demander à qui ils appartenaient. Kyle avait grandi en ne voyant que l'horizon dans toutes les directions et avait conclu, comme tout le monde, qu'il n'y avait rien là qui vaille la peine d'être vu. Mais mon père a vu quelque chose. Il a vu la même chose qu'il voyait dans chaque voiture accidentée qui passait par ses portes. Pas ce que c'était, mais ce que cela pourrait devenir. En 2021, une grande entreprise technologique a commencé à chercher des emplacements pour un nouveau centre de données dans la banlieue sud de Chicago. Ils avaient besoin d'un terrain plat, d'un accès aux infrastructures électriques, de la proximité des lignes de fibre optique et d'une superficie suffisante pour construire une installation qui servirait leurs opérations de cloud computing pour les 30 prochaines années. Le corridor le long de la route 394, avec ses connexions existantes au réseau électrique de l'ancienne aire industrielle et son accès direct à l'autoroute, était idéal. Les 112 acres de mon père se trouvaient en son centre. Arthur Brennan avait négocié avec l'équipe immobilière de l'entreprise technologique pendant 18 mois avant la mort de mon père. L'offre sur la table pour la casse et les 7 parcelles environnantes était de 24,1 millions de $. Arthur a fait une pause et a laissé le chiffre résonner dans la pièce. 24,1 millions de $ pour un terrain que mon père avait acheté pour 67 000 $ sur 15 ans d'accumulation patiente et invisible. Combiné avec le portefeuille de métaux précieux, la succession totale valait environ 33 millions de $. Votre père m'a demandé de vous dire quelque chose, a dit Arthur. Il a ouvert une enveloppe séparée et a lu à haute voix. La lettre était courte. Mon père n'était pas un homme de beaucoup de mots. Eric, je sais que tu pensais que je ne faisais que trier de la ferraille. Je triais notre avenir. Chaque pot catalytique, chaque acre, chaque samedi où tu es venu. Tout cela faisait partie de la même chose. Je n'ai pas construit ça pour l'argent. Je l'ai construit parce qu'un homme devrait laisser quelque chose derrière lui qui prouve qu'il a été là. Ta mère a dit que je ne serais jamais rien. Elle avait tort. J'étais quelqu'un chaque jour. J'étais ton père. C'était suffisant pour moi. Mais je voulais m'assurer que ce serait suffisant pour toi aussi. Ceux qui restent sont ceux qui héritent. Tu es resté. C'est à toi. Tout. Avec amour, papa. Je ne pouvais pas parler. Arthur est resté assis tranquillement en face de moi pendant que je tenais cette lettre et que j'essayais de respirer à travers la pression dans ma poitrine. Mon père, Bobby Nova, l'homme de la casse, l'homme que ma mère a quitté parce qu'il triait des déchets. Il avait construit 33 millions de $ à partir de voitures accidentées, de terrains vidés du genre de patience que la plupart des gens prennent pour de la résignation. Je suis retourné à la casse cet après-midi-là. Je me suis garé à ma place habituelle à côté du plateau et j'ai marché le long des rangées de véhicules déshabillés jusqu'à l'arrière de la propriété, la pièce verrouillée, la porte renforcée, le cadenas à combinaison. Je connaissais la combinaison maintenant. Arthur me l'avait donnée avec les clés, les numéros de compte, les documents de la fiducie et l'acte de propriété de chaque acre. J'ai ouvert la porte. La pièce mesurait 20 pieds sur 30, climatisée, avec des étagères industrielles le long de chaque mur. Sur ces étagères, triées et étiquetées avec la même précision méticuleuse que mon père apportait à ses factures, se trouvaient des conteneurs de métaux précieux, des fûts de fil de cuivre, nettoyés et classés par calibre, des bacs de circuits imprimés dépouillés.
Des conteneurs scellés de matériaux de peau catalytique, chacun étiqueté avec la date d'extraction, la source du véhicule et la teneur estimée en métal. Des étagères séparées pour le produit raffiné. De petits conteneurs scellés de poudre de platine, d'éponges de palladium, de rhodium sous forme cristalline. Une armoire verrouillée contre le mur du fond contenait les articles les plus précieux, de l'or récupéré sur des circuits imprimés et des connecteurs, de l'argent provenant de contacts électriques, du cobalt et du tungstène provenant de composants de machines industrielles. Je suis resté dans cette pièce pendant 1 heure. J'ai pris un conteneur de palladium et je l'ai tenu dans ma main. Il pesait moins d'1 livre. Il valait plus que le camion de mon père. J'ai pensé à chaque samedi matin que j'avais passé dans cette casse à retirer des pots catalytiques et à les jeter dans un bac sans savoir ce qu'ils contenaient. J'ai pensé à mon père penché sur un établi dans cette pièce après que je sois rentré chez moi, extrayant des métaux précieux à la main, grain par grain, once par once, construisant une fortune à partir des pièces que tout le monde jetait. Il m'avait dit 100 fois de 100 manières différentes, tout a de la valeur, Eric. Il faut juste savoir où regarder. Je pensais qu'il parlait de voitures. Il parlait de tout. Arthur m'a expliqué la structure juridique. Tout était détenu dans des fiducies que mon père avait établies par l'intermédiaire du cabinet d'Arthur à partir de 2006. Les fiducies étaient irrévocables, correctement financées et me désignaient spécifiquement comme l'unique bénéficiaire. Ma mère et Kyle étaient explicitement exclus. Il y avait une clause de non-contestation qui annulerait toute contestation judiciaire et exposerait le contestataire à la perte de toute réclamation accessoire contre la succession. Votre père avait anticipé une contestation, a dit Arthur. J'ai posé des questions sur l'accord avec le centre de données. Arthur a dit que l'offre était ferme et que l'entreprise technologique était impatiente de conclure. Mon père avait négocié les conditions jusqu'à 2 semaines avant sa mort. Les derniers détails étaient en place. Tout ce que j'avais à faire était de signer. Ma mère l'a découvert en moins d'1 mois. Je ne sais pas comment. Peut-être que Kyle a entendu quelque chose d'un ancien voisin. Peut-être que le nom de ma mère a déclenché une notification dans un système de succession. Peut-être que quelqu'un aux funérailles a mentionné l'avocat. Quoi qu'il en soit, Kyle m'a appelé un dimanche soir de mars. Eric, que se passe-t-il avec la succession de papa? Maman a entendu dire qu'il y a une sorte d'accord foncier. C'est exact. Combien? Ce n'est pas ton problème, Kyle. Pas mon problème? Il était aussi mon père. Il était ton père quand tu avais 16 ans et que tu as quitté cette maison sans dire au revoir. Il a été ton père pendant les 19 années suivantes où tu n'as pas appelé, pas rendu visite, pas envoyé de carte pour son anniversaire. Il a été ton père quand il avait le cancer et que tu n'étais pas là. Il a été ton père quand il est mort et que je lui tenais la main et que tu étais assis au fond de l'église en train de regarder ton téléphone. Il a été ton père tout ce temps, Kyle. Tu ne le voulais juste pas jusqu'à ce que tu découvres qu'il valait quelque chose. Ce n'est pas juste. Tu continues d'utiliser ce mot. Maman l'a utilisé aussi. Tu sais ce qui n'est pas juste? Manger des sandwichs de station-service dans un appartement de 2 pièces pendant que ta mère refait sa cuisine à Naperville. Travailler dans une casse tous les samedis pendant que ton frère prétend que son père n'existe pas. Tenir la main d'un homme pendant qu'il meurt. Et savoir que les gens qui auraient dû être là ont choisi de ne pas l'être. Ça, ce n'est pas juste. Ceci, c'est purement mathématique. Il a raccroché. Il a rappelé le lendemain avec le nom d'un avocat. Je lui ai parlé de la clause de non-contestation. Il est devenu silencieux. Ma mère a appelé 1 semaine plus tard. J'ai failli ne pas répondre, mais je portais cette conversation dans ma poitrine depuis 19 ans. Et son poids était plus lourd que tout ce que j'avais jamais retiré d'une voiture accidentée. Eric, je suis ta mère. Je sais qui tu es. Je veux comprendre ce qui se passe avec la succession de ton père. Ce qui se passe, c'est ce que papa voulait qu'il se passe. Il m'a tout laissé. La casse, le terrain, les métaux, les investissements, tout. Tu n'es pas incluse. Kyle n'est pas inclus. Il a été très précis. Ça ne peut pas être légal. C'est légal. C'est documenté. C'est irrévocable. Et c'est accompagné de 19 ans d'archives montrant que tu l'as contacté 3 fois, toutes les 3 pour demander de l'argent et jamais une seule fois pour demander comment il allait. Silence. Je pouvais l'entendre respirer. Je pouvais entendre la télévision en arrière-plan.
Une émission de jour, le bruit ambiant d'une vie vécue dans le confort pendant que mon père triait du métal dans le froid. Il me le devait, dit-elle. Je lui ai donné les meilleures années de ma vie. Tu lui as donné 12 ans, puis tu es parti, tu as pris son fils et tu l'as traité d'ordure. Il t'a donné une maison. Il t'a donné 22 000 $ à chaque fois que tu as appelé. Il t'a donné un divorce sans combat. Et il a passé les 19 années suivantes à construire un empire en silence, pendant que tu disais à quiconque voulait l'entendre qu'il ne serait jamais rien. Un empire dans une casse. 33 millions, maman, dans une casse. La même casse que tu as qualifiée d'ordure. Le même homme dont tu as dit qu'il ne serait jamais rien. Il était plus que tout ce que tu avais jamais imaginé. Tu ne pouvais juste pas le voir parce que tu étais trop occupé à regarder ce que les autres avaient. Elle n'a pas parlé pendant un long moment. Quand elle l'a fait, sa voix était différente, plus petite. M'a-t-il jamais pardonné? J'y ai pensé. J'ai pensé à 19 ans de samedi matin, de stations de radio, de sandwich et de silence. J'ai pensé à la façon dont mon père n'a jamais prononcé le nom de ma mère. Pas par colère, mais par une tristesse achevée. La façon dont on cesse de mentionner une route qu'on ne prend plus. J'ai pensé à la lettre qu'Arthur avait lue et à la phrase qui disait « Ta mère a dit que je ne serai jamais rien ». Il avait porté cette phrase pendant 19 ans. Il l'avait utilisée comme carburant. Il avait pris la pire chose que quelqu'un lui ait jamais dite et l'avait transformée en moteur qui a alimenté la construction silencieuse et invisible d'un empire de 33 millions de $. J'ai pensé à la nuit où elle est partie. La robe bleue, les 2 valises, la façon dont il n'a pas levé les yeux de son Chili. Avant, je pensais qu'il ne levait pas les yeux parce qu'il était brisé. Maintenant, je pense qu'il ne levait pas les yeux parce qu'il avait déjà décidé de ce qu'il allait faire ensuite. Bobby Nova ne perdait pas de temps avec les choses qu'il ne pouvait pas changer. Il consacrait son énergie aux choses qu'il pouvait construire. Je ne sais pas, ai-je dit, mais il a construit quelque chose d'extraordinaire, et il l'a fait après que tu lui aies dit qu'il ne le pouvait pas. Alors peut-être que le pardon n'était pas ce dont il avait besoin. Peut-être que ce dont il avait besoin, c'était de te prouver que tu avais tort. Et il l'a fait. Chaque jour pendant 19 ans dans une casse que tu as qualifiée d'ordure avec un fils que tu as laissé derrière toi. Elle pleurait. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone. Pas les pleurs performatifs de quelqu'un qui veut de la sympathie. Le vrai genre. Celui qui vient quand on comprend trop tard qu'on s'est trompé sur tout. Au revoir, maman. J'ai raccroché. J'ai conduit jusqu'à la casse. Je me suis assis dans la chaise de mon père dans le petit bureau avec la radio allumée et l'ampoule nue au-dessus de ma tête et je n'ai pas pleuré. J'avais assez pleuré. J'ai mangé un sandwich de station-service et j'ai regardé le tableau de liège couvert de factures et de notes écrites de la main de mon père, et j'ai senti pour la première fois de ma vie que j'étais exactement là où je devais être. J'ai signé l'accord avec le centre de données en avril, 24,1 millions de $ pour 112 acres de terrain que mon père avait acheté pour 67 000 $. Le portefeuille de métaux a été liquidé en 6 mois par l'intermédiaire de l'entreprise de Frank Corgan, rapportant 9,2 millions de $ après frais et impôts. La casse elle-même ne faisait pas partie de l'accord. Je l'ai gardée. J'ai gardé les 6 acres, le hangar en tôle ondulée, le bureau avec l'appartement au-dessus, les chaises pliantes, la radio qui captait toujours la station des vieux succès. Je l'ai gardée parce qu'elle appartenait à mon père et parce qu'elle était à moi, et parce que certaines choses ne sont pas à vendre, peu importe ce qu'elles valent. Je vais toujours à la casse le samedi. Je travaille différemment maintenant. J'ai engagé une équipe de 5 gars qui retirent des pièces, trient le métal et gèrent les opérations quotidiennes. Mais le samedi, je suis là. J'arrive à 7 heures. Je mets mes bottes. Je retire des pièces, je coupe du métal, je déjeune au bureau avec la radio allumée. Je m'assois dans la même chaise pliante où mon père s'asseyait. Au même bureau où il faisait sa comptabilité sous une ampoule nue, dans le même espace où il mangeait du chili le soir où ma mère est partie sans broncher. Le centre de données est en construction sur le terrain au nord et à l'est. Je peux voir les grues depuis la casse. Des poutres d'acier s'élevant de la terre plate de l'Illinois. Le squelette d'un bâtiment qui stockera des données pour des millions de personnes, construit sur un sol que mon père a acheté pour des centimes parce qu'il pouvait voir ce que personne d'autre ne voyait. Que cette terre laide, plate et indésirable à côté d'une casse sur la route 394 allait valoir quelque chose un jour.
De la même manière qu'il a vu qu'un pot catalytique corrodé valait plus que la voiture dont il provenait. De la même manière qu'il a vu qu'un samedi matin avec son fils valait plus que la femme qui est partie. Ma mère a contesté le testament. Son avocat a envoyé une lettre affirmant que Bobinova était mentalement diminuée pendant ces dernières années en raison du traitement contre le cancer et que les fiducies étaient le produit d'une capacité réduite. Arthur Brennan a répondu par un dossier de 300 pages qui comprenait les dossiers médicaux complets de mon père, une évaluation cognitive administrée 8 mois avant sa mort montrant une pleine capacité mentale. 19 ans de dossiers financiers détaillés démontrant une prise de décision cohérente et sophistiquée, et le journal de contact complet documentant l'abandon de ma mère. Le dossier comprenait également la clause de non-contestation et un avis formel indiquant que la poursuite de la contestation exposerait ma mère à la perte de toute réclamation résiduelle et à une responsabilité potentielle pour les frais de justice. La contestation a été retirée en 11 jours. Kyle m'a envoyé un SMS 2 mois plus tard. C'était la chose la plus longue qu'il m'ait jamais écrite. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il savait qu'il avait fait le mauvais choix quand il avait 16 ans. Il a dit qu'il aurait aimé être resté. Il a dit qu'il comprenait pourquoi papa ne lui avait rien laissé et qu'il n'allait pas se battre. Il a demandé si nous pouvions déjeuner un de ces jours. Je l'ai lu 3 fois. J'ai pensé à un gamin de 16 ans debout derrière sa mère avec un sac à dos sur une épaule. Choisissant la vie qui paraissait meilleure de l'extérieur plutôt que celle qui était réelle. J'ai pensé que 16 ans, c'est trop jeune pour comprendre que l'homme en botte de travail est celui que vous devriez suivre. Et que 36 ans, c'est assez vieux pour réaliser que vous avez mal choisi, mais trop tard pour y remédier. J'ai répondu, samedi, à la casse, 7 heures, apporte des bottes de travail. Il est venu. Il est arrivé sur le parking en gravier à 6h55 dans une voiture de location, portant des bottes de travail neuves qui n'avaient jamais touché la terre et une chemise en flanelle qui avait encore les plis de l'emballage. Il a regardé la casse comme les touristes regardent les villes étrangères, avec les yeux grands et incertains de quelqu'un qui sait qu'il est dépassé. Je lui ai tendu une paire de gants en toile, du même genre que ceux que portait mon père, et nous avons marché jusqu'à la première rangée de véhicules sans parler. Il n'a pas dit grand-chose. Je ne m'y attendais pas. Je lui ai donné des tâches simples. Retirer la batterie, débrancher l'alternateur, enlever le câblage en cuivre du faisceau. Il travaillait lentement, maladroitement, comme toute personne qui n'a jamais tenu une clé à douille avec un but. Il a eu des ampoules aux mains dès la première heure. Il ne s'est pas plaint. Je le regardais du coin de l'œil et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. De la concentration. Une vraie concentration. Celle qui vient du désir de bien faire quelque chose. Non pas parce que vous savez comment faire, mais parce que vous comprenez enfin que c'est important. Au déjeuner au bureau, mangeant des sandwichs de la même station-service, assis sur des chaises pliantes avec la radio allumée, il a finalement parlé. C'est ce que tu faisais tous les samedis. Tous les samedis pendant 19 ans. Il a regardé autour de lui dans le bureau, l'ampoule nue, le bureau en métal, les factures épinglées au tableau de liège, la tache sur le mur où papa s'appuyait sur sa chaise tous les soirs. Les yeux de Kyle étaient humides. J'aurais dû être là, a-t-il dit. Ouais, ai-je dit, tu aurais dû. Nous avons mangé nos sandwichs. La radio jouait, et à l'extérieur de la fenêtre, au-delà de la clôture en grillage et des rangées de voitures déshabillées et de l'horizon plat de l'Illinois, les grues tournaient lentement contre le ciel, construisant quelque chose de nouveau sur un terrain que tout le monde pensait sans valeur. Mon père avait raison à propos du terrain, du métal, des pots catalytiques, du câblage en cuivre, des cartes de zonage et de la patience qu'il faut pour transformer le rien en quelque chose. Il avait raison sur tout. Mais la chose sur laquelle il avait le plus raison était la chose la plus simple qu'il m'ait jamais dite, ceux qui restent sont ceux qui héritent. Je suis resté non pas pour l'argent. Je ne savais pas pour l'argent. Je suis resté parce que le Chili était chaud et que l'homme qui l'avait fait était mon père. Et parfois, c'est suffisant. Parfois, rester est tout. L'acte entier. La mesure complète de qui vous êtes, de ce que vous croyez et du poids que vous pouvez porter sans vous briser. Mon père a porté le poids d'une casse, d'une famille brisée et d'une femme qui disait qu'il ne serait jamais rien. Il l'a porté pendant 30 ans. Il l'a porté silencieusement, sans se plaindre, sans demander de sympathie, sans dire à personne ce qu'il construisait en dessous. 33 millions de dollars dans une casse sur un terrain que personne ne voulait, dans du métal que personne ne valorisait. Construit par un homme que personne ne voyait, sauf moi. Je l'ai vu tous les samedis pendant 19 ans.
C'est ça, l'héritage, pas l'argent, pas le terrain, pas l'accord avec le centre de données ou le portefeuille de métaux précieux ou les fiducies qu'Arthur Brennan a construites avec la précision d'un maître architecte. Le véritable héritage est ceci, j'étais là. Je me suis présenté. J'ai retiré des pièces, j'ai mangé des sandwichs et je me suis assis en silence avec un homme qui méritait mieux que ce que la vie lui a donné et qui a construit quelque chose d'extraordinaire malgré tout. Ceux qui restent sont ceux qui héritent. Je suis resté. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Avant de partir, j'ai laissé 2 autres histoires ici sur votre écran. Toutes 2 d'hommes qui ont découvert que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est. C'est celle qui vous soutient quand la vérité éclate. Cliquez sur celle qui vous interpelle. Et si vous voulez rejoindre notre communauté de personnes qui comprennent ce que c'est que d'être l'étranger qui regarde de l'extérieur, cette cloche de notification est votre invitation. Jusqu'à demain, rappelez-vous que votre histoire compte, même s'ils ont essayé de l'effacer. Invite me to the wedding, please. Hello, I'm Midnight Bee. Hello, hello. Wait, Chandragram says recommended? No way. No way. Holy moly. Yuki says, I joined by recommendation and she's asking how we find her. This is such a funny emote. That's so cute. Welcome in, Yuki Anata. Anata. Doesn't Anata mean, like, you? Or me? Does it mean me or you? Anata. Anata. Tiki-san. Hi. Nani ka suki? Oh, I'm just kidding. Ah. 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 She's ulting? Wait, Vanessa, hey, what does she's ulting mean? I didn't get it. I asked in someone else's stream and they tried to explain this to me and I still didn't get it. I was like, huh? I'm confused. Looks like Twitch isn't updating, but you can see the actual number in the followed goals section. Oh. Oh. I see. Oh, thank you for the hydrate. Oh, that feels so good. I love water. Oh, more hydrate. Thank you, thank you. I'm actually shriveled up like a little raisin because I'm so thirsty from yapping for 1.5 hours without studying. Oh no, how am I gonna pass my exam on Monday if every stream's just gonna be like this? Oh no. I'm just kidding. I studied a lot today, actually. Studied a lot as in played Minecraft. Okay. She's asking about that, but she's catching up on chat. Oh, I see. I see. I see. You give them... Huh? Why is this bad? Okay. You give them... Allow. Oh wait, I accidentally pressed deny. I'm sorry. Whoopsies. It's muscle memory. You were talking about hot thing. Oh yeah. Dextrose, insulin, calcium gluconate, and Kayexalate. Wait, what the hell is that? Is this in America? Maybe Australia's too poor to have this Kaya thingy. What is this? Kayexalate. Do we have that here? It's an FDA. It's in America. Wait, Australia? What? It is on PBF? PBS? What? This is not in our guidelines, is it? Electro...
Electrolyte. Queensland electrolyte PDF. Is that hyperkalemia? Kayexalate. Kayexalate. We don't have that. We're too poor. Bruh. Okay. It is what it is. Actually, rip Aussies. We do it sodium sulfonate. Sodium polystyrene. Polystyrene? Ew, isn't that the stuff that those like cartons are made out of that store fruit and vegetable? Polystyrene? What? Oh my. Chanda! I'm going down. I'm calling Chanda. You better move. You better dance. Thank you so much for the 1 month, Chanda. I appreciate it.